D'abord, grand remerciement à Patrice Mayerbeich, dont j'avais beaucoup entendu parler en bien, et du coup de m'avoir fait l'amitié d'abord tendre la perche et puis d'amorcer un dialogue ensemble et ensuite de m'inviter pour faire cette présentation. Mais je demande votre grâce parce que c'est des grosses choses. C'est vraiment beaucoup trop gros pour 20 minutes, ce que j'essaie de vous présenter. D'ailleurs, à y repenser, ce ne serait pas tant le retour du religieux face aux droits culturels que les droits culturels face au retour du religieux qui serait question. Et notez que je mets des guillemets sur retour du religieux, et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est une expression qui est très commune, mais qui est très malheureuse. Donc, retour du religieux, question. D'abord, ça dépend de la perspective. Et la perspective habituelle dans l'espace public, même dans les sciences sociales, c'est celle qu'on peut résumer, notamment par John Rawls, le statut qu'il lui donne, ou plutôt qu'il ne lui donne pas, dans Théorie de la justice, ou Jürgen Habermas dans ses discours éthiques. Vous voyez les années 70, les années 80. En gros, ces deux personnages qui tiennent ensemble l'espace discursif dans lequel évolue la philosophie morale et politique, soutient que la religion est quelque chose qu'on peut prendre et que l'on doit, on peut et on doit la prendre, et tel un veston, on la laisse sur la patère, on la laisse au vestiaire, avant d'entrer dans l'espace sérieux de la discussion, avec l'idée que, évidemment, c'est sur des bases rationnelles que doivent se constituer à la fois la justice, le droit, mais aussi le débat politique. J'entends quelques ricanements. C'est très intéressant parce que ces ricanements, vous ne les auriez pas eus avant il n'y a pas si longtemps. Et c'est un peu l'objet de ce que je vais essayer de vous dire. Mais il n'y a pas que la philosophie morale et politique. Considérez Henry Kissinger. Bon, à part ceux qui se rappellent que c'est un peu lui qui a envoyé Salvador Allende prendre l'air en 1973, c'est le conseiller de tous les présidents américains depuis Nixon. C'est pas rien. En 1994, il publie une somme sur les relations internationales qu'il appelle Diplomacy, plus de 600 pages. Vous regardez l'index, vous feuilletez, pas un mot sur la religion. Pas un mot, c'est même pas dans l'index. C'est-à-dire que dans les années 1990, on pouvait croire qu'en relations internationales, on pouvait se passer de la question de la religion, tout comme en philosophie politique, tout comme en philosophie morale. Mesurez le chemin que nous avons parcouru. Il y a évidemment les affaires du voile qui commencent au tournant des années 90, mais surtout, pour la plupart de nos concitoyens, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre qui frappe pas juste les deux tours, mais frappe aussi notre imaginaire, et fait en sorte que Jürgen Habermas, qui jusque-là mettait la religion dans le vestiaire, John Rawls était décédé, a évoqué l'idée que nous serions dans un monde post-séculier, dans lequel il fallait ramener la religion. Il y avait une colonne, un article célèbre de Jürgen Habermas au lendemain des attentats du 11 septembre, avec un immense mea culpa dans le New York Times pour dire qu'il faut pouvoir penser la religion. Est-ce que vous imaginez donc aujourd'hui quelqu'un qui pourrait publier un diplomacy dans lequel la religion ne serait pas au cœur des affaires du monde? Mais il n'y a pas que dans les relations internationales aujourd'hui. Il y a les institutions internationales, que ce soit l'ONU ou l'UNESCO, des pays comme les pays du Golfe, les pays africains, les pays du monde arabe, la Malaisie notamment, des fois appuyés par les États-Unis, remettre la religion à l'intérieur des institutions internationales. Il n'y a pas que. Vous connaissez peut-être pas la catégorie 9591 du GATT, des General Agreements on Trade and Tariffs, de 1995, devenu OMC depuis, et aussi qui constitue une base légale pour le FMI, qui définit une catégorie économique qui s'appelle les biens et services religieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un peu tout, en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est religieux, ça devient un service et un bien religieux. Les économistes aiment bien les définitions purement subjectives, parce que nous serions tous des homo economicus.
du coup, des funérailles, mais aussi des cours de yoga. Et bien plus que ça, c'est la base légale à partir de laquelle va se fonder ce qui est devenu un marché des milliards et des milliards de dollars dans un immense marché global, celui du halal. Si vous pensez que le halal, c'est l'équivalent de la cache-route, détrompez-vous, il n'y a rien de traditionnel dans le halal, c'est une création du marché, c'est une création de la globalisation. Il n'y a pas les limites intrinsèques qu'il y a dans le kasher, il n'y a aucune limite. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le halal? Évidemment l'alimentation, mais aussi la mode, les cosmétiques, les packages de vacances tout inclus, le tourisme, les pèlerinages, mais aussi la finance islamique, des dizaines de milliards de dollars, et les assurances islamiques, les prêts hypothécaires islamiques, etc., etc. J'espère que juste avec cet exemple-là, si ça vous intéresse, vous m'écrivez, mais j'ai écrit là-dessus, comment comprendre ce retour du religieux? Vous voyez que ce n'est pas le retour du même. Ce n'est pas non plus, comme on entend au sujet des fondamentalismes islamiques, par exemple, que ce serait le retour du Moyen-Âge. Mais le halal, ce n'est définitivement pas le Moyen-Âge. Donc, réfléchissons à cette question du retour. Pour ce faire, il faut faire un peu de travail de concept. Je vais être très bref. Vous savez que la philosophie politique, les sciences sociales en général, surtout francophones, pensent le politique en 3 étages. Il y a le macro, le politique, c'est-à-dire l'être ensemble, les conditions de l'être ensemble. Claude Lefort va parler de la mise en forme de la société. Ensuite, il y a la politique. Ce sont les institutions politiques, pas seulement les institutions en dur, mais aussi les institutions en mou, les partis, les mouvements d'opinion, etc. Et ensuite, il y a le niveau des individus, les pratiques politiques. Michel Foucault va jusqu'à voir, dans les multiples capillarités de la vie sociale, des dimensions politiques à chaque interaction que nous avons. On peut faire la même chose pour la religion, même on doit le faire, parce que les fondations du social sont toujours, d'une manière ou d'une autre, adossées à une métaphysique. Je vous passe le cours de 45 heures qui traite de ça. Mais ça veut dire qu'il y a, au-delà de ce que nous sommes habitués de parler, de penser comme étant la religion, c'est-à-dire les grandes religions du monde, il y a en fait le religieux qui est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus englobant. Et il y a aussi le niveau individuel des religiosités. Je vous invite aussi à faire l'exercice sur d'autres domaines de la vie sociale. La morale, avec le droit, l'esthétique, mais pourquoi pas la culture? Et là, la définition de la culture que nous avons dans la Déclaration de Fribourg est une définition qu'on dirait anthropologique. Comme la société ou le social chez les sociologues, c'est à peu près tout, la culture chez les anthropologues, c'est à peu près tout. Donc, vous avez encore ce niveau-là de la culture. Si vous me permettez une petite réflexion sur la déclaration, le problème de la déclaration, dans son énoncé, à mon avis, c'est que cet englobant ne se présente que sous la forme de droits individuels, avec une très grande difficulté à penser les formes instituées et le commun. Je remercie Gabriel d'avoir évoqué Maurice Habswachs, qui est absolument complémentaire à ce que je veux dire, parce que Maurice Habswachs faisait partie de l'école durkheimienne. C'était un collègue de travail de Marcel Mauss, qui est pour moi une grande inspiration. Et je trouve que ça se complémente très, très bien. Mais je ferme cette petite parenthèse. Donc, nous sommes habitués à penser la religion comme ça. Mais si vous regardez les grandes religions du monde, par exemple, ce que les historiens et les sociologues de religion ont démontré depuis un certain temps maintenant, c'est que le confucianisme, ça n'existe pas. L'hindouisme, ça n'existe pas. Le bouddhisme, ça n'existe pas. C'était des ensembles bigarrés de pratiques et de coutumes et de croyances. D'ailleurs, la croyance était très secondaire là-dedans. C'est une emphase très chrétienne de penser que la croyance, ça a quelque chose à voir fondamentalement avec la religion. C'est des packages qui ont été faits au 19e siècle, notamment par les forces coloniales, et que, en fait, ce concept de religion, fondé sur le modèle post-réformateur du christianisme occidental, est très, très, très mauvais pour penser la religion dans son ensemble. Le chamanisme amazonien n'y trouve pas sa place, le chamanisme sibérien non plus, l'entièreté de l'Afrique n'y rentre pas non plus, donc c'est-à-dire on voyage pas loin avec ce concept-là, donc d'où l'idée de remonter à un niveau plus général, un petit peu plus fluide.
Cela dit, ma proposition principale, c'est celle-ci, sur laquelle je bosse depuis un certain temps. Je pense que depuis la fin du 19e siècle à aujourd'hui, il est bon de définir deux périodes distinctes. Si on regarde les caractéristiques de la religion, et je ne parle pas seulement ici, en Occident, je parle dans le monde, nous avons deux constellations tout à fait bien différenciées. Une première constellation que je vais appeler le régime de l'État-nation, et une deuxième constellation que j'appellerai le régime du marché global. Pour faire très, 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 très court, les sociétés ne sont pas des sphères autonomes bien différenciées avec rien qui les rassemble. Nos sociétés, aussi modernes qu'elles soient, sont mises en forme, et notamment par un acteur et un régulateur principal. Un acteur et un régulateur principal qui est à la fois une institution, mais qui est aussi un imaginaire, qui est aussi une idée. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant. C'est le cas pour l'État-nation qui a grandi, qui a pris une fonction régulatrice de grands combats occidentaux de 2000 ans entre l'Église et puis l'État, mais ensuite pour être disséminé dans le monde, parfois par la force et souvent par accaparement et acculturation dans les colonies et les sociétés non occidentales, pour faire de cet État le moteur de la modernisation. Vous allez en Chine, vous allez au Cambodge, vous allez en Afrique, vous allez n'importe où dans le monde, en dehors de l'Occident, vous avez, dans cette période de l'histoire, l'idée que pour devenir moderne, ça prend un État. Et ça prend un État sur le modèle occidental. Et l'État va, à divers degrés, moins en Afrique, beaucoup plus en Chine, construire les différentes dimensions du social à son image. Parallèle à ça, la nation et la communauté de référence. Des gens comme Shmuel Eisenstadt vont écrire en 1914, cette forme de l'État-nation va être institutionnalisée partout dans le monde comme forme politique naturelle de la modernité. En dedans de quelques décennies, en Occident, cette fois en Europe, les liens sociaux qui étaient traditionnels à plusieurs niveaux vont devenir tellement transformés dans cette matrice de la nation qu'on est prêt à aller mourir pour elle. Quelque chose qui n'existait pas quelques décennies à peine auparavant. Tout ça a donc un effet sur la religion. D'abord, vous voyez cette idée que c'est bien, comme Marcel Mauss écrivait, l'État-nation. Ça va ensemble. Moi, je leur mets des majuscules pour bien marquer le trait. Mais il y a une mise en forme de toutes les dimensions de la société. Il y a une prise de pouvoir de l'État sur l'éducation, sur la santé, qui était, ici en Europe, assurée par l'Église. Et ce que l'État est capable de faire, sa manière de réguler, son type de gouvernementalité, pour reprendre le terme de Michel Foucault, c'est un type de gouvernementalité qu'on appelle le gouvernement. Moi, quand j'étais petit, on n'a jamais entendu parler de gouvernance. Ça s'appelait gouverner. Gouvernement. Et ça veut dire un mode hiérarchique, institutionnalisé, vertical, bureaucratique de gérer le social. Et donc, il n'y a pas que la religion qui a été mise dans cette boîte, il y a toutes les dimensions du social qui ont été mises dans cette boîte. Et ce qui est formidable, c'est d'aller en dehors de l'Occident pour voir à quel point ça a été la même chose. Donc, c'est un truc global. Donc, pour les droits culturels que l'on veut universels, c'est important de rappeler ceci. Il y a aussi deux types d'individualisme qui sont liés à cette période, à ce régime étatiste national. Il y a d'abord l'utilitarisme de Bentham, c'est-à-dire l'individualisme rationnel, abstrait des économistes, et il y a de l'autre côté l'individualisme kantien, l'idéalisme kantien. La Déclaration universelle des droits de l'homme est foncièrement fondée sur l'individualisme de type kantien et donc sur un type d'individualisme moderne, occidental et contextualisé. Rawls, Habermas, Kissinger, ils étaient tous à l'intérieur de ce régime. La religion, pour eux, c'était cette sphère bien différenciée, et justement, c'est pour ça qu'on pouvait la mettre au vestiaire avant d'entrer dans l'espace de délibération rationnelle. Or, il y a eu ces avions sur les tours du World Trade Center, mais en fait, le monde avait commencé à bouger bien avant ça.
Si on regarde les caractéristiques du religieux, c'est les années 60 avec l'émergence de la contre-culture, mais surtout, la révolution néolibérale à partir des années 1980. Notez que c'est en 1980, 1980 pour mon public suisse, je suis québécois, c'est là que naît le mot postmoderne. Postmoderne, post-industriel, post-séculier. Parallèle à ça, d'autres termes comme ultra-modernité. D'autres termes aussi, des termes néo. Ils apparaissent tous au même moment, à partir des années 80. Néo-fondamentaliste, néo-islamiste, néo-ci, néo-ça, néo-chamanisme, néo-paganisme. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que l'espace public, le débat public, mais aussi les sciences sociales, savent très bien où nous ne sommes plus, mais ne savent pas définir où nous sommes. Et c'est là la proposition que moi j'ai dans mon champ de sociologie de la religion, mais que je suis absolument certain qu'en fait ça se déplace sur d'autres terrains. Et comment nommer cet espace-là? C'est prendre la révolution néolibérale au sérieux. Et surtout pas écouter les économistes, qui sont les derniers à interroger lorsqu'on parle du marché. La révolution néolibérale, ça va de pair avec la révolution consumériste. Je pense que vous êtes capable de voir comment la consommation devenue culture a transformé notre monde. La révolution néolibérale, c'est quoi? C'est, lorsqu'on lit les grands classiques des sciences sociales là-dessus, pas juste Michel Foucault, mais d'autres, c'est le transfert de sacralité de l'État au marché. C'est le transfert de l'imaginaire de la régulation optimale de l'État au marché. Je pourrais vous faire des histoires de l'islamisme au Pakistan et vous montrer comment les islamistes se pensaient dans le modèle de l'État au Pakistan et qu'à partir des années 90, ils se pensent sur le modèle du marché. Et qu'il n'est plus question de prendre le pouvoir pour islamiser du haut, mais plutôt essayer de faire en sorte que les mecs s'habillent avec des djellabas et les femmes soient voilées pour islamiser à partir du bas. Les millions, le halal, ce n'est pas autre chose. Donc, de prendre cette révolution au sérieux et de voir que si nos sociétés ne sont pas morcelées, mais elles tiennent ensemble, qu'on voit bien que, en fait, la révolution néolibérale, c'est le transfert de la régulation optimale de l'État au marché. Ce qui fait que l'État lui-même, l'action même de l'État, va être indexée sur les façons de faire du marché. Et ainsi, toutes les réformes qui ont été faites depuis les années 1980 pour faire de l'éducation, de la santé, etc., des entreprises, pour les réformer sur le mode de l'entreprise. Ici, à l'Université de Fribourg, nous avons, et ce n'est pas la faute à Mme Chassot, mais en ce moment, on veut nous faire définir les procédures et on nous rabat les oreilles constamment sur les bonnes pratiques. Bon, ça vient du privé. Et en fait, l'efficacité de tout ça est plus que douteux, mais le ferment idéologique est évident, c'est-à-dire que si ça vient du privé, si ça vient du marché, c'est bon pour la régulation optimale de tous les ordres sociaux, de toutes les institutions sociales dont on se désole ensuite qu'elles soient désenchantées. Vous parliez tout à l'heure dans le débat que, oui, les institutions, ça va à volo. Oui, mais voilà, c'est le travail de SAP, et je ne dis pas que l'époque de l'État-nation était idyllique, pas du tout, mais d'exercer véritablement un regard analytique et critique, c'est de voir que les institutions qui ont été fondées, et ça, c'est très important pour notre discussion, les institutions qui ont été fondées à l'époque de l'État-nation se voient érodées par un nouvel imaginaire. Donc, de la même façon qu'il y avait des types d'individualisme propres à cette époque de l'État-nation, de la même manière, depuis les années 60 en Occident, mais on le voit apparaître aujourd'hui avec la consommation partout dans le monde, un type d'individualisme que Talcott Parsons et Charles Taylor, pas le dictateur mais le philosophe, avaient nommé l'individualisme expressif. L'individualisme expressif, c'est-à-dire que si je suis musulman, je dois être visiblement musulman. C'est-à-dire que le vestiaire ne fonctionne plus, d'où les crises d'accommodement raisonnable, les crises de l'identité nationale en France, l'hystérie ici autour des minarets, du voile, etc., etc. D'où ça vient ça? Ça vient de transformations profondes. Ce n'est pas le même religieux qu'avant. Donc, que fait ce marché? Dans l'imaginaire, le marché, c'est quoi? Le marché, ça fonctionne mal avec les catégories bien carrées de l'État.
ça fonctionne sur le brouillage des frontières, ça fonctionne sur les flux. Michel Foucault a bien écrit là-dessus. Et c'est exactement ce que l'on voit, c'est les sphères sociales qui avaient été bien différenciées. On est un peu malin de croire que tout ça allait durer pour toujours et à jamais parce qu'on était rendu en modernité. Mais toutes ces frontières-là sont brouillées. Vous allez en sociologie du loisir aujourd'hui, vous allez trouver quoi? Je vous le dis, allez voir ouvrez la revue savante, sociologie des loisirs. Un numéro sur 2, c'est sur le pèlerinage. Parce que le loisir et le pèlerinage et le tourisme et le religieux sont imbriqués. Faites ça, là, choisissez au hasard n'importe quelle sous-discipline, vous allez arriver au même constat, brouillage des frontières. Ça touche aussi le religieux. Le halal, c'est la consommation, c'est la mode, c'est l'alimentation, et le religieux, et le capitalisme, tout mélangé. Le néolibéralisme affecte la religion au niveau institutionnel. Premier exemple, je vais puiser au Québec. C'est la plus vieille église en pierre d'Amérique du Nord. Et vous voyez le petit label là. C'est écrit, vous ne pouvez pas le lire dessus, mais c'est des fonds de l'État, du gouvernement du Québec, pour la préservation du patrimoine religieux, avec le slogan « Notre patrimoine religieux, c'est sacré ». Et là, j'aimerais commenter ça pendant 2 secondes. Donc, le Québec, jusqu'aux années 1960, c'est comme l'Irlande, c'est les grandes patries du catholicisme conservateur. La Révolution tranquille sur la décennie 1960, et au finish, le Québec est une des sociétés les plus sécularisées en Occident. Aujourd'hui, les taux de pratique dominicale ressemblent à ceux des pays protestants de Scandinave, c'est-à-dire 2-3 %. Chute des baptêmes, etc. Or, face à l'immigration, face aux questions d'accommodement raisonnable, face à la déstabilisation par la globalisation du contenant de la nation, on voit, au Québec comme ailleurs, toute concordance avec ailleurs dans le monde est évidemment absolument fortuite, vous aurez compris, que même si on n'y va pas à l'Église, on veut que l'État préserve ces symboles du catholicisme qu'on réfute violemment. Au Québec, c'est très violent. Ce qui est fascinant pour moi d'être en Suisse, c'est à quel point on peut dire à quelqu'un au supermarché « je suis sociologue des religions » et au lieu de vous lancer quelque chose par la tête et de s'enfuir de vous, et je vous jure que je n'exagère pas, au Québec ou en France, ici, c'est « ah, c'est chouette ». Bon, mais ça, c'est la culture protestante. Mais donc, je vous jure que... Bon. Donc, vous avez ce rapport problématique au catholicisme, d'une part, et de l'autre côté, des réactions très, très vives. Ne touchez pas à ça. Ça, dont on ne veut plus, ce sont nos racines. Et là, vous voyez le problème, j'espère, c'est que face au voile ou face à la pratique dominicale, on voit bien que ce n'est pas la même religion dont il s'agit. La plupart des sociologues ont essayé de réchapper la théorie de la sécularisation qui est pourtant atteinte du cancer, et Dieu est son âme, en ce qui me concerne. Vous me poserez des questions là-dessus si vous voulez, mais en disant... Ce type de religiosité-là, cet attachement viscéral au patrimoine religieux, ça fait partie d'une lente désintégration de la religion. Oui, mais ce ne serait pas si vif, ce ne serait pas passif, c'est très actif. Donc, c'est une nouvelle forme de religion. Mais ce n'est pas une religion qui rentre dans la petite boîte religion de l'État-nation. C'est une nouvelle forme d'identité collective, liée à des biens culturels, et que l'on ne peut pas réduire à la somme des individualités de gens qui pensent que c'est important. Mon deuxième exemple, la Chine. La Chine, c'est le plus formidable laboratoire social probablement jamais entrepris dans toute l'histoire de l'humanité. De 1890 à aujourd'hui, cette société a été transformée violemment de fond en comble 2 fois, avec 1/5 de la population de la planète. De la fin des années 1890, traumatisés, infériorisés par les pertes militaires
les défaites militaires, les guerres de l'opium, les invasions japonaises, etc. La Chine s'auto-définit comme l'homme malade de l'Asie. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se moderniser et sans qu'il y ait une colonisation directe, ils vont prendre le programme culturel de la modernité et l'appliquer de manière radicale. On pourrait regarder aussi le Cambodge, violemment. Et là, la religion chinoise, qui ne tient pas du tout dans la petite boîte, on va radicalement et violemment l'extirper de ce qui est superstition, de ce qui est réchappable. Et ce qui est réchappable, c'est ce qui ressemble à du christianisme occidental. Le taoïsme, le bouddhisme vont être transformés par l'État pour rentrer dans la petite boîte, pour qu'on ait 5 religions reconnues. Le confucianisme va être laissé de côté parce que ça réfère à la structure impériale dont on veut se départir. Il y aura le catholicisme, le protestantisme, l'islam, 3 religions non chinoises. Le bouddhisme, une religion non chinoise, apparue au 1er siècle de notre ère, et le taoïsme, qui est une micro-partie de la religion chinoise dans son ensemble. Ce qui est acceptable va être mis dans ces boîtes-là. Le reste, avec une augmentation en radicalité et en violence, on va l'épurer, on va le réprimer et on va le faire disparaître. Plus d'1 million de temples sur le territoire de la Chine continentale en 1900, il en subsiste une soixantaine en 1970. Soixantaine. 2022, 1 300 000, 1 400 000. Lorsqu'on voit ce qui se passe en dehors de l'Occident, on est mieux à même de comprendre ce qui se passe chez nous. On a l'impression, nous, d'une certaine continuité. Quand on regarde ce qui se passe en Indonésie, en Malaisie, en Afrique, n'importe où ailleurs, en Europe de l'Est même, on voit que le passage de l'État au marché, il est radical et il se fait parfois du jour au lendemain. C'est le cas pour la Chine. À partir de 1978, vous savez évidemment qu'il y a eu un boom économique, une transformation de la Chine en une société de marché. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que parallèle à ça, et comme partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, il y a eu un boom religieux incommensurable. Les autorités ont laissé faire parce que ça se passait en dehors du cadre des religions, et ce n'étaient pas les formes superstitieuses d'antan qui sont revenues, elles sont revenues dans des nouvelles formes. L'État ne s'attendait pas à ça, ne s'attendait d'ailleurs pas à la croissance économique qu'ils ont eue, il ne s'attendait pas non plus au boom religieux. Et par après, ils ont essayé de bricoler. Autrement dit, ces choses-là partent bottom-up, comme l'islamisation via la mode islamique, le halal, la consommation halal, etc. Ce qui est absolument formidable, c'est qu'au cours des années 1990, les temples vont être reconstruits et vous avez une ethnologue, une ethnographe, une anthropologue, je vais l'appeler une anthropologue, Mayfair Yang, qui est à UCLA, University of California, à Los Angeles, Santa Barbara, qui est spécialiste de la région du Wenzhou, et elle nous montre comment, en fait, en une décennie, elle est passée à avoir des discussions avec des autorités chinoises, les mêmes, qui disaient « Non, mais écoute pas ces superstitions, non, mais elle ne va pas voir ces processions, il faut qu'on les arrête, il faut qu'on réprime ça », à devenir des promoteurs de ces mêmes festivals, dont celui-ci, qui est protégé par l'UNESCO, les cultes et les rituels de Matsu, à faire de la surenchère pour voir reconnaître ces formes religieuses, à moins d'être borné, il y a de la religion là, comme patrimoine immatériel de l'humanité. Patrimoine culturel immatériel. Patrimoine culturel immatériel. Donc, la culture a servi et sert aujourd'hui en Chine comme moyen pour la religion de ressurgir, comme moyen de légitimer. Au nom, en ce qui concerne le Parti communiste chinois du début des années 2000 à aujourd'hui, au nom d'un nouveau nationalisme, un peu comme Poutine avec retrouver l'ère des tsars, là les parallèles sont parfaits, c'est retourner à la Chine essentielle, en garder une partie sans renier le passé communiste pour renouer une nouvelle, retisser une nouvelle mythologie nationale. Donc réfléchissez à ça. Dans ce cas-ci, ces catégories de l'UNESCO, de droits culturels, sont
pétri et pénétré de politique, c'est du religieux. Et on le voit mieux en Chine parce que le mot religion, qui a été repris du japonais, qui a été repris d'un concept occidental, Zhongqiao, qui veut dire, comme le christianisme, c'est-à-dire basé sur la croyance, des textes, des rituels sobres et une appartenance exclusive. Demandez aux Chinois s'ils sont religieux, 90% vous disent non. Demandez-leur s'ils ont fait brûler de l'encens puis ils ont fait des offrandes à une statuette, ou etc. Ils sont 98% à dire oui. Donc vous voyez, donc cette catégorie de Zhongqiao est absolument, donc comme notre catégorisation de la religion, grande religion du monde, chez nous, elle est tout aussi inadaptée à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et que vous voyez que si vous rabattez ça sur les débats sur les droits culturels, ce qu'il faut en comprendre, à mon sens, c'est qu'il est essentiel de revenir une pensée en 3 niveaux pour pouvoir comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui et de sortir de l'idée que les sociétés modernes seraient composées de sphères bien différenciées. À l'ère du marché, ces sphères sont brouillées et les phénomènes sont des phénomènes qui sont complexes, mais qui sont régis à l'intérieur d'un imaginaire de marché, et encore là, que l'on retrouve tant en Ouzbékistan qu'au Pakistan, qu'en Chine, qu'ici. Donc sortir également, et c'est un pas vers l'universalisme pratique, que de se rendre compte que nous sommes dans la même galère à Oulan-Bator comme à Fribourg. Je vous remercie.